Bonjour, alors notre dernier cours aujourd'hui va porter sur les vomissements de l'adulte. Alors on passe rapidement sur le plan pour définir les vomissements. Il faut savoir que c'est dû à un mécanisme actif de contraction cyclique violente de la musculature abdominale, du diaphragme et des muscles respiratoires qui vont conduire au rejet brutal par la bouche du contenu de l'estomac. Ces vomissements peuvent être précédés ou non de nausées, peuvent être provoqués ou spontanés et généralement c'est un motif assez fréquent de consultation en gastro-entérologie. Leur diagnostic est facile, par contre les étiologies, quant à elles, elles sont multiples. Alors diagnostic positif, généralement c'est facile de reconnaître des vomissements et parfois ils s'accompagnent de signes d'hyperactivité du système nerveux végétatif, à type de pâleur, de sueur, d'hypotension ou bien de bradycardie. Quant au mécanisme physiopathologique, il faut savoir que le centre des vomissements, c'est le tronc cérébral. Les informations arrivent au tronc cérébral via des messages sensitifs provenant des viscères ou des stimuli chimiques. Donc, ce cortex cérébral va envoyer des efférences vers le tube digestif où une suite d'événements va survenir. Alors, ces événements, ils seront donc successivement, donc ça va être successivement une contraction du diaphragme et des muscles abdominaux, la fermeture du pylore, contraction rétrograde, donc de l'estomac, et ensuite un relâchement avec ouverture cardiaque. Donc, et il s'ensuit donc le rejet par la bouche du contenu de l'estomac. Alors pour ce qui est du diagnostic différentiel, il faut savoir faire la part des choses entre vomissement et régurgitation. Donc les régurgitations sont représentées par une remontée passive du contenu gastrique ou œsophagien dans la bouche, mais sans effort de vomissement ni de nausée. Il faut également faire la part des choses entre vomissement, éméricisme ou rumination. La rumination, c'est une remontée volontaire dans la bouche d'aliments récemment ingérés qui sont ensuite de nouveau déglutis après mastication. Et le dernier diagnostic différentiel, c'est la pituite. C'est un rejet de liquide filant survenant généralement le matin. Et généralement, ça se voit chez les sujets, chez les éthyliques chroniques. Chez les éthyliques chroniques. Alors maintenant, on va passer au chapitre des complications et conséquences. Alors, il faut savoir que ces vomissements peuvent avoir des conséquences. Donc, ils peuvent perturber d'abord l'équilibre hydroélectrolytique avec hyponatrémie, hypokaliémie, insuffisance rénale, alcalose métabolique. On peut avoir également une déshydratation qui compromet le pronostic vital. En troisième position, donc, il y a le fameux syndrome de Mallory-Weiss. Donc, je vous montre tout d'abord les images. Voilà, donc c'est une déchirure longitudinale du cardia liée aux efforts de vomissement. Et donc, il y a survenue d'une hématémèse à la suite des vomissements initialement non sanglants ou d'efforts de vomissement répétés. Donc, c'est une hématémèse qui peut survenir à la suite de vomissements importants et répétés. Donc, l'endoscopie digestive va retrouver donc un signe, donc la lésion, donc qui est l'ulcération longitudinale du cardia, et donc elle va confirmer le diagnostic et au besoin assurer l'hémostase. Voilà. Donc vous voyez, c'est la flèche blanche qui montre l'ulcération longitudinale du cardia, avec à côté donc un saignement qui est assez abondant dû au syndrome de Mallory-Weiss. Alors, quatrième complication qui peut survenir, c'est la rupture spontanée de l'œsophage. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Beer-Hive. Alors, se voit après un effort également de vomissement. Alors, c'est des douleurs thoraciques intenses irradiant vers l'épaule gauche. Parfois, on peut avoir carrément une détresse respiratoire avec état de choc, dysphagie, odynophagie et des signes de médiastinite. Sur le téléthorax et le scanner thoracique, donc on a l'aspect typique de pneumomédiastin. Sur le transit œsogastro-duodénal,
on peut objectiver le siège exact de la perforation et la fibroscopie, quant à elle, reste contre-indiquée. Pourquoi? Parce que, alors, parce qu'on risque d'aggraver le pneumomédiastin. Alors, par l'insufflation d'air qu'on exerce au cours de la fibroscopie. Donc, le traitement repose tout d'abord sur la chirurgie avec réanimation intensive. Alors, le traitement est conservateur, donc on peut faire une suture de la brèche, mais au-delà de 24 heures, c'est l'œsophagotomie ou l'excision œsophagienne. Voilà, il y a des images caractéristiques de la rupture spontanée de l'œsophage. Ouais, vous voyez le poumon. Alors, donc la brèche œsophagienne. Alors, ensuite, on va avoir des complications moins fréquentes, un type d'hématome intramural de l'œsophage, donc qui va se traduire par des douleurs rétrosternales ou bien avec dysphagie récente. Le diagnostic, c'est l'endoscopie haute qui va mettre en évidence l'hématome. Le traitement, donc il est médical, donc si échec ou bien aux complications, on passe à la chirurgie. On peut avoir également une œsophagite peptique. Alors, c'est les patients ayant des vomissements répétés. Donc, c'est une dysphagie douloureuse avec hématémèse et le diagnostic se fait également à la fibroscopie. Alors, ensuite, on peut avoir une pneumopathie d'inhalation. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Mendelssohn. Alors, il survient chez les sujets inconscients ou alités. Donc, on va généralement aspirer par une aspiration douce du contenu gastrique. Voilà, pour ce qui est du bilan du diagnostic étiologique, donc on va aborder successivement les vomissements aigus, ensuite les vomissements chroniques. Alors, pour les vomissements aigus, donc on va commencer par une petite enquête étiologique, donc qui va comporter un interrogatoire soigneux, donc qui va rechercher les caractères des vomissements. Le terrain, donc recherche un terrain particulier, on recherche des signes associés, qu'ils soient digestifs ou extradigestifs, et rechercher des signes d'orientation étiologique. Alors, pour ce qui est de la clinique, alors les signes digestifs, on précise le siège de la douleur, l'existence d'une défense ou bien d'une contraction. On recherche des signes évoquant une urgence chirurgicale, c'est-à-dire une occlusion intestinale aiguë ou bien une péritonite aiguë. Les signes neurologiques, donc ça, on recherche le syndrome mélangé ou bien des signes de localisation neurologique. L'examen ORL dans le cadre de vertige ou bien le syndrome vestibulaire. L'examen cardiologique, on va s'acharner à rechercher un IDM. L'examen urologique, on recherche généralement des coliques néphrétiques. Et bon, pour l'examen métabolique, c'est le diabète. Alors pour ce qui est des examens paracliniques, donc en urgence, on sera forcé de demander d'abord un ionogramme, une urée, un taux de créatinine pour juger du retentissement métabolique. Alors, s'il y a une suspicion d'une urgence chirurgicale, on demandera un aspect en urgence, un bilan biologique. Donc, le bilan biologique va comporter des enzymes, surtout les enzymes pancréatiques, dans le cas d'une pancréatite aiguë, une échographie abdominale, voire un scanner, et une fibroscopie œsogastro-duodénale si elle n'est pas contre-indiquée. Une exploration cardiaque donc, va comporter l'ECG, un dosage des CPK, des LDH, et l'exploration neurologique, donc ça va être une TD1 cérébrale, un fond d'œil, éventuellement une PL, une ponction lombaire. Alors maintenant, on arrive aux étiologies. Alors, il faut savoir que dans les vomissements aigus, donc on peut avoir des causes digestives. Dans les causes digestives, donc on va citer tout d'abord les urgences médico-chirurgicales, donc qui relèvent d'un traitement chirurgical, donc en urgence. Donc ça va être une occlusion intestinale aiguë, une péritonite, un infarctus mésentérique, une appendicite, une pancréatite aiguë ou bien une poussée de pancréatite aiguë, une colique hépatique et ses complications. Alors, les urgences médicales, généralement, c'est les intoxications alimentaires, ou bien une hépatite aiguë, ou bien une gastroentérite aiguë.
Pour ce qui est des causes extra-digestives, donc on va citer quelques causes médicamenteuses. C'est à la suite, donc on peut avoir des vomissements à la suite de chimiothérapie, donc c'est bien connu. À la suite de prise d'antibiotiques, surtout les macrolides et le métronidazole, à la suite de prise d'ANS ou bien de salicylate, des antituberculeux, les digitaliques et la radiothérapie. Après les causes médicamenteuses, donc on va citer l'intoxication alcoolique, l'intoxication au CE, au monoxyde de carbone, ensuite, les causes neurologiques. Donc, on peut avoir une méningite, une hémorragie méningée, un syndrome d'hypertension intracrânienne, une migraine ou bien un syndrome vestibulaire. Les causes métaboliques, après les causes neurologiques, donc on va avoir les causes métaboliques et endocriniennes qui sont l'acidocétose diabétique, l'hypercalcémie, la dysthyroïdie, l'insuffisance rénale aiguë, l'insuffisance surrénalienne aiguë. Les causes gynécologiques sont également à citer. Donc, c'est des grossesses, c'est la grossesse extra-utérine, la salpingite, ou bien la torsion d'un kyste ovarien. Les signes cardiaques, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'IDM. On peut avoir d'autres causes moins fréquentes ou bien exceptionnelles, comme le glaucome aigu, des coliques néphrétiques, une rétention d'urine, donc un hématome rétropéritonéal, et le fameux mal de transport. Donc, c'est des étiologies assez exceptionnelles, mais qu'il faut savoir rechercher, évoquer et rechercher. Alors, maintenant, on arrive au vomissement chronique. Alors, on va commencer par l'interrogatoire. Donc, pour qualifier, pour parler de vomissement chronique, il faut d'abord une durée d'évolution, donc il doit être supérieur à 7 jours. Alors il faut préciser les caractères des vomissements, le terrain et les signes d'orientation. Donc pour ce qui est des examens paracliniques, utilité surtout de la fibroscopie œsogastro-duodénale pour les biopsies. On demandera un ASP, un transit œsogastro-duodénal, une écho abdominale, voire TDM. Donc si tous ces examens sont négatifs, donc on va passer à l'exploration fonctionnelle. Donc on va se dire que c'est des vomissements fonctionnels et qu'il existe une exploration fonctionnelle. On va citer quelques étiologies de vomissements chroniques. On va commencer tout d'abord par les causes digestives. Donc on peut avoir une sténose anthropylorique ou duodénale. Généralement, c'est des vomissements postprandiaux tardifs. On va avoir un clapotage à jeun, une sensation de plénitude épigastrique. Donc l'examen clé, c'est la fibroscopie œsogastro-duodénale avec biopsie. Alors les principales étiologies des sténoses anthropyloriques, c'est l'ulcère bulbaire ou antral, le cancer antral phendique et la compression extrinsèque. Alors après la sténose anthropylorique ou duodénale, on va citer les sténoses gréliques. Alors il y a généralement une notion de tableau subocclusif à répétition, des vomissements bilieux voire fécaloïdes, un météorisme abdominal. Donc l'ASP ou bien le transit du grêle, l'entéroscanner ou bien l'entéroscopie poussée va permettre des biopsies. Et donc, on va retrouver quelques étiologies. Donc, les étiologies, elles peuvent être tumorales, à type de lymphome, d'adénocarcinome ou bien de tumeurs neuroendocrines, de maladies inflammatoires comme une maladie de Crohn iléale, une tuberculose, sténose médicamenteuse, entérite radique, extrinsèque, c'est la carcinose péritonéale ou bien des brides post-opératoires. Alors, pour ce qui est de la pathologie fonctionnelle, donc on va parler de la gastroparésie. Donc, à la fibroscopie, généralement, on retrouve une stase. Donc, c'est une stase sans sténose. Donc, le TOGD, donc on va retrouver le même aspect. Donc, on va compléter éventuellement par la scintigraphie gastrique réalisée après un repas marqué, donc pour étudier le temps de transit gastrique. Les causes, donc en tête de liste, ça va être le diabète, l'amylose digestive, la sclérodermie, le lupus érythémateux disséminé et en dernier, on peut avoir une gastropathie idiopathique.
Ensuite, on va avoir, donc après la gastroparésie, donc comme deuxième pathologie fonctionnelle, la pseudo-obstruction intestinale chronique. Alors, c'est des subocclusions à répétition entrecoupées de périodes de rémission de durée variable. Donc, sur l'ASP, on va avoir des niveaux hydroaériques et le diagnostic sera porté sur un faisceau d'arguments cliniques, morphologiques et surtout manométriques. Les causes, on peut avoir des causes endocriniennes, un type d'hyperparathyroïdie, de phéochromocytome, d'hypothyroïdie ou bien de diabète. On peut avoir des causes neurologiques comme la maladie de Parkinson, des causes musculaires ou bien conclure à une atteinte à une pseudo-obstruction primitive. Alors, après les causes digestives, on va passer aux causes extradigestives. Alors, on va avoir des causes neurologiques comme la migraine, le vertige de Ménière ou bien l'hypertension intracrânienne. Des causes psychogènes comme l'anorexie mentale et l'hystérie. Alors, on arrive maintenant au chapitre traitement. Donc, le but du traitement, ça va être de traiter les complications, traiter l'étiologie si possible et un traitement symptomatique au besoin. Alors, le traitement symptomatique, ça va être généralement à base de prokinétique. Alors, le prokinétique le mieux étudié, le plus connu, c'est le primpéran, le métoclopramide. Il faut savoir qu'il y a des contre-indications à l'administration du métoclopramide qui sont la maladie de Parkinson, l'hyperprolactinémie et donc il faut savoir qu'il n'est pas contre-indiqué en cas de grossesse. Deuxième molécule, c'est le motilium, c'est la dampéridone. Et on peut, en troisième recours, donc, utiliser des neuroleptiques phénothiazidiques. Alors, le Vogalène, le Ptilican, c'est des molécules qui sont actuellement ne sont pas utilisées en Algérie. Alors, pour les effets anticholinergiques, ils sont contre-indiqués, ils ont un effet anticholinergique et ils sont contre-indiqués en cas de glaucome aigu, d'hypertrophie bénigne de la prostate, parce que c'est des anticholinergiques. Alors, deuxième molécule, c'est les cétrons à action centrale. Généralement, c'est des antagonistes des récepteurs 5H3 de la sérotonine. Indication, généralement, c'est en post-chimiothérapie et radiothérapie. Les antihistaminiques sont également indiqués, donc généralement dans le mal du transport. Donc généralement les mieux connus, c'est la dramamine et la notamine. Donc le traitement étiologique, ça va être en fonction de l'étiologie quand on la retrouve. Voilà, donc on va finir par une conclusion pour dire que c'est un motif assez fréquent de consultation. Les étiologies sont diverses et on distingue des vomissements aigus et chroniques. Le traitement repose sur un traitement des désordres hydroélectrolytiques, des symptômes et il va être étiologique. Voilà.